Dans le monde du manga, énormément de noms ressortent, que ce soit One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, etc. Mais quand on va sur MyAnimeList et qu'on tape le tome manga juste sur les avis et non sur le nombre de tomes vendus, un autre nom ressort. Berserk est le meilleur manga de tous les temps, en plus d'en être un pilier. Et ce qui m'énerve le plus dans cette licence, c'est que le manga soit inconnu au bataillon parce que l'anime pue sa mère. Et je le dis haut et fort, si un anime Berserk de bonne qualité et fidèle au manga sort, on sera sur le meilleur animé de tous les temps. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'expliquerai les différentes raisons que Berserk doit être lu. L'histoire de Berserk est bougrement complexe par l'inconnu qui y règne. Les seules grosses informations qu'on a eues dans un chapitre a été supprimée par l'auteur lui-même car ça en dévoilait trop sur l'histoire selon lui. Mais ce qui est dit dans ce chapitre est assez cohérent avec la suite de l'histoire pour l'instant. Je vais essayer de vous la décrire et j'espère ne pas me tromper. Donc, dans Berserk, tous les apôtres, l'histoire des hommes ont été créés par un dieu. L'idée du mal, celui qui tisse le destin ou plutôt la causalité des hommes. La causalité qui veut dire en gros que chaque chose a été créée ou dite par une cause. C'est l'effet domino. Le domino est tombé parce qu'un domino l'a fait tomber, ce même domino est tombé parce qu'un domino l'a fait tomber, etc. Ce qu'on a vu avec Griffiths, son histoire a été écrite bien à l'avance et toutes ses rencontres et actions également, jusqu'à sa transcendance en femto. Cette idée du mal, qui a été créée par la conscience collective des hommes, puisque les hommes n'arrivaient pas à vivre sans une cause à leur souffrance, sans cause à leur mort, et alors ils ont créé Dieu, ils ont créé l'idée du mal, pour pouvoir s'appuyer sur un confort. Qui est assez bizarre quand on y repense, car l'idée du mal est Dieu, mais elle n'est pas une divinité, car elle est de nature humaine. Nature humaine qui va souvent être remise en question dans ce manga. Et pour que l'idée du mal puisse assouvir sa volonté sur la causalité, elle a besoin d'une main, les God Hand, qui sont Femto, alias Griffiths, Void, Slan, Ubik, ainsi que Conrad. Ces transcendés, appelés archanges, ne sont pas atteints par la causalité, car ils font partie de Dieu. Et ils sont devenus archanges avec la Béélite rouge, ou la Béélite des rois, qui ouvre un portail à un autre monde. C'est ce qu'on pensait jusqu'au tome 24, où on apprend que la causalité n'est pas un cercle linéaire où tout est contrôlé, mais plus une spirale avec parfois de petites imperfections dans son cheminement. Imperfections comme Guts ou Casca, qui devaient mourir lors de l'éclipse. Et tout ce que je viens de dire, c'est l'enfer du monde astral, l'endroit le plus bas, mais si... Mais attends Mimir, tu nous as pas expliqué ce que c'est que le monde astral. J'allais y venir. Pour faire bref, dans Berserk, il y a 3 mondes. Le monde astral, où au plus profond de celui-ci, il y a les abysses, l'idée du mal, les God Hand, etc. En gros, c'est un peu les enfers. Et plus haut, il y a des créatures plus féeriques, comme des elfes ou des sorcières. Après, il y a le monde réel, qui est juste la vie basique. Et pour finir, il y a l'interstice des deux mondes, le pile milieu si vous préférez. On y retrouve Guts et Casca par exemple, à cause de leur marque. Et en parlant d'eux, avant toute chose, j'aimerais remercier Kokikan, car ses vidéos d'analyse sur Guts et Griffiths m'ont bien aidé pour cette partie. Parce que oui, j'ai beau avoir lu 2 fois ce manga, j'ai encore du mal à trouver mes mots pour expliquer certains personnages, comme Griffiths. Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. Par définition, un bon personnage sera un personnage qui répond à l'intrigue de l'œuvre, et Guts répond clairement à ces critères. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Guts est une imperfection de la causalité, mais il ne faut pas pour autant croire qu'il trace son propre destin comme dans le reste des mangas. On le verra dans l'œuvre plus tard, mais Guts ne cessera jamais d'échapper à son destin, sauf qu'à chaque fois, son impuissance d'homme la rattrapera. Pour autant, même si ça a l'air impossible, ça ne l'est pas, car un personnage a bien réussi cet exploit de toucher la main de Dieu. Je parle bien du Skull Knight, qui, sans trop spoiler, a une histoire similaire à celle de Guts. Sauf que lui, il ira au bout de sa vengeance en tuant les anciens God's Hands, excepté Void, qui survivra. Par contre, le prix de cet affront sera son corps. Mais si je parle de Guts, je suis obligé de parler de sa relation avec Griffiths. Et si vous pensez que l'amitié entre Naruto et Sasuke était incroyable, vous n'êtes pas prêt à connaître celle-ci. Durant l'âge d'or, Guts et Griffiths ne cesseront jamais de se rapprocher. Un soir, ayant fait le sale boulot de Griffiths en tuant un enfant au passage qui le rappellera son traumatisme d'enfance, totalement dépité et abattu, Guts rentrera auprès de son ami. Mais il surprendra une discussion entre celui-ci et Charlotte, où Griffiths dira que... En fait, cela dépend du cœur de chacun. Mais au fond de lui, un homme sait qu'il existe quelque chose de plus précieux encore.
Quelque chose de si intime qu'il est impossible de la partager avec qui que ce soit. Ce sont nos rêves. Nos rêves? Certains rêvent de conquérir le monde. D'autres sont prêts à consacrer leur vie à ne forger qu'une seule épée. Ou à partir à l'aventure. Parfois, des rêves en détruisent des milliers d'autres. Certains nous donnent la force de vivre, alors que d'autres nous procurent d'horribles souffrances. Parfois même, ils nous mènent à la mort. Et leur cendre demeure à jamais dans nos cœurs. Quand on est homme, on doit se tenir prêt à mener une vie de martyr. Et cela au nom d'un dieu appelé rêve. Naître par hasard pour mener une vie sans but. Ce serait un cauchemar. Jamais je ne le supporterais. Tous mes amis sont des personnes admirables. Ils m'apportent une aide précieuse, indispensable même, afin qu'un jour je puisse réaliser mon rêve. Cependant, ami n'est peut-être pas le bon terme. Car, à vrai dire, pour moi, un véritable ami, c'est avant tout quelqu'un qui poursuit ses rêves. Qui est déterminé à les réaliser. Rien au monde ne doit pouvoir affaiblir sa volonté. Tant elle est inflexible, il est impossible d'arrêter sa progression. Et quel que soit l'obstacle dressé sur son chemin, il est capable de parvenir à le franchir. Même si c'est moi qui incarne cet obstacle, voilà pour moi ce qu'est un ami. Et pour résumer tout cela simplement, je dirais qu'un ami véritable, c'est quelqu'un comme moi. Et à ce moment-là, Guts va réaliser que pour Griffiths, il n'est même pas son ami, et qu'il y a un écart énorme entre eux deux. Dès lors, il ne va cesser de se questionner sur sa relation avec lui. Mais depuis le début, je n'ai pas parlé du troisième personnage de ce trio, qui n'est autre que Casca, qui vaut au début de l'œuvre un quasi-culte pour Griffiths. Et voir celui-ci s'intéresser autant à Guts provoquera chez elle une jalousie ainsi qu'un irritement considérable envers Guts. Jusqu'au tome 7, où pendant une énième bataille, elle tombera d'une falaise due à la fatigue de ses règles. Heureusement que Guts sautera à son secours en la sauvant de la noyade. Il décidera de prendre soin d'elle en attendant les renforts, et c'est là qu'ils commenceront à se rapprocher, quand Casca dévoilera son enfance ainsi que son recrutement à la troupe du Faucon. Au même moment, des troupes ennemies arrivent. C'est alors qu'ils décident de prendre la route jusqu'au camp, sauf qu'ils se feront prendre en embuscade par Adon, un gars facilement oubliable, qui les encercleront jusqu'à ce que Guts incite Casca de prendre la fuite et de retrouver Griffiths, ce qu'elle acceptera, après moult négociations en priant Guts de survivre jusqu'à ce qu'elle revienne avec les renforts. Et c'est là que démarrera le 1 contre 100 de Guts. Pas indemne, il survivra à ce conflit, et après avoir retrouvé tout le monde, il aura une discussion avec Casca, où il dira entre autres qu'il va bientôt quitter la troupe du Faucon. Et après une énième bataille où il affrontera Monsieur Propre, et qu'il se soit encore rapproché de Casca, Guts préparera son sac et partit. Casca, ayant remarqué son départ, ira informer les autres gros membres de la troupe du Faucon. C'est là que Judo et Corcus, des proches de Guts et recrues de la troupe du Faucon, ne vont pas le retenir, mais lui proposer de boire un verre, ce qu'il acceptera. Et durant cette discussion, Guts va avouer qu'il veut être l'égal de Griffiths, et ne plus être sous l'emprise de son rêve, d'avoir son propre but. Corcus trouvera cette idée stupide, et avec son caractère de merde, décidera de partir. Judo, résigné à ce que Guts parte, leur accompagnera. Mais au bout du chemin se trouve Griffiths, qui est prêt à en venir aux mains pour stopper Guts, même s'il doit le tuer. Sauf que depuis le début du manga, même jusqu'à la fin, Guts se trompe sur un point. Griffiths ne veut pas que Guts soit son ami, mais plus que ça. Depuis le début, Griffiths avouera des choses intimes à Guts, comme son côté sombre, et il mettra sa vie en jeu pour lui, au tome 5 par exemple, lorsque Zod débarque quitte à abandonner son rêve. Son rêve qui est littéralement tout ce qu'a mis en œuvre Griffiths durant toute sa vie. On ne peut pas dire que Griffiths avait des sentiments pour Guts, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas que de la simple amitié. Mais bon, revenons à leur combat. Tu sembles faire face à un ennemi. Tu dois sûrement me détester. Tu dois même penser que je suis un traître. Mais ma décision est prise. Je m'en vais. C'est comme il y a 3 ans. Ça a débuté par un duel, ça finira donc par un duel. Tu n'imagines pas combien tu me fais plaisir. Je vaux donc la peine que tu verses du sang pour moi. Tu ne pouvais pas trouver meilleur cadeau d'adieu.
Je ne ressens aucune agressivité. Il y a comme une barrière. Regarde-le. Il n'a aucun doute. Il désire tant partir. Je n'arriverai jamais à le faire changer d'avis. Au diable, je ne le tolérerai pas. Je dois profiter du premier coup. C'est ma seule planche de salut. À son premier mouvement, j'utiliserai la force de son attaque. Si je dérape, ne serait-ce qu'un peu, je risque de le blesser. Tant pis, ça n'a aucune importance, si ça peut le retenir. Les dés sont jetés. Maintenant! Griffiths a perdu. Et Casca, qui commençait à éprouver des sentiments pour Guts, tentera de le retenir, mais en vain. Elle, qui par le passé serait restée aux côtés de Griffiths, pour la première fois à genoux. Guts, lui, qui marche, devant, sans se retourner, en disant « Tout va bien. C'est comme trébucher sur une petite pierre. C'est rien du tout. Le but que tu t'es fixé est encore loin. Relève-toi. Reprends ta marche. Tout ira bien. Tiens-toi droit et avance. » Et je vais m'arrêter là pour l'histoire des personnages, parce que sinon la vidéo va durer minimum 8 heures. Sachez bien que durant toute l'œuvre, Guts ne sera pas linéaire, et se remettra constamment en question et changera pour aider les autres. Et je n'ai fait que de survoler les 3 personnages principaux. Et quand je dis survoler, c'est effleuré en réalité, parce que c'est infiniment plus profond que ça. Et attention, je n'ai fait que de parler de Guts, Casca et Griffiths, mais il y en a beaucoup d'autres tout aussi intéressants. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de lire Berserk. Le but de la vidéo juste, mais aussi de regarder les analyses de Koki Kan. Elles sont longues, mais on comprend bien l'histoire. L'enchaînement des divers événements de Berserk sont tous à peu près étroitement liés. Que ce soit quand Guts doit choisir entre Griffiths et Casca, ou encore quand Guts reçoit l'armure du Berserker. Tous ces retournements de situation sont mis en place bout à bout si bien que l'on ne remarque même pas. Tout ça grâce au génie de Kentaro Miura. Par exemple, quand Griffiths se transcende une deuxième fois pour avoir une apparence humaine, il s'unit avec l'enfant maudit de Guts. Et au tome 41, bien plus tard, on comprend que l'enfant au clair de lune est le fils de Guts, mais aussi qu'il est Griffiths. Mais sauf qu'on nous l'avait déjà décrit au tome 22. Pour vous dire, j'estime que seul One Piece a des meilleurs foreshadowing. Mais au-delà de l'histoire, la liaison des événements provoque un effet de choc et d'excitation vraiment fort. Le scénario arrive à vous faire provoquer au lecteur toutes les émotions possibles. Et pour moi, c'est ça la force de Berserk. Il arrive à vous faire ressentir des émotions si fortes juste avec l'écriture. Sans spoil, pendant l'éclipse, j'avais une boule au ventre si forte que je pensais pas ça possible. Pendant un instant, j'étais dans la scène de l'éclipse. Tout ça avec le dessin qui accentue le tout. Et en parlant de dessin, dans Berserk, on peut parler des dessins. Non, dans Berserk, on doit parler des dessins. Ce qui est bien dans ce manga, c'est qu'on voit vraiment l'évolution des dessins de l'auteur. Aux 3 premiers tomes, les dessins sont globalement moches. Puis au début de l'âge d'or, ça s'améliore, encore plus à la fin, pour au final entrer dans l'arc du guerrier noir. Et à partir de cet arc, Berserk aura des dessins tout aussi sublimes que macabres. Ces dessins qui donnent autant d'émotions que quand on regarde un animé. Beaucoup de personnes pensaient que l'auteur prenait autant de temps à sortir un tome parce qu'il est resté chez lui à glander. Mais la réalité, c'est qu'il prend tellement de temps pour ses dessins que s'il trouve une petite imperfection, il recommence tout depuis le début. Et au-delà de ça, ce qui est bien avec les dessins de Kentaro Miura, c'est qu'à chaque planche, on comprend toute l'émotion des personnages. Que ce soit l'amour, la tristesse, la haine ou encore le désespoir. Ces sentiments accentués par le découpage des cases dans les moments importants, comme lors de la confrontation de Guts et Griffiths au tome 22. Mais quand on parle de Berserk, on est obligé de faire mention de son bestiaire et des inspirations de l'auteur. Il va s'inspirer de diverses mythologies, mythes ou encore tableaux pour créer ses monstres et paysages, ou alors il laissera place à son imagination.
Et ce qui est frustrant et génial chez ce mangaka, c'est qu'il sait tout faire, que ce soit les bâtiments, la morphologie humaine ou encore les armes et armures. Et 5. Conclusion. Plus j'y repense, plus je me dis que les personnes lambda ne peuvent pas lire Berserk, puisque beaucoup de ces personnes lisent des mangas pour les fights épiques qu'ils offrent. Et s'ils font la même chose dans Berserk, certes, ils trouveront ça incroyable, car les fights le sont, mais ce serait déshonorer la complexité de l'histoire. Comme je l'ai dit, Berserk n'est pas comme les autres mangas. C'est une œuvre qui demande de la réflexion ainsi que du recul. C'est pas une œuvre pour les personnes qui lisent un manga sans rien comprendre à l'histoire. Celui qui s'attache à analyser Berserk s'expose à une quête presque aussi douloureuse que celle de Guts. Celui qui lit Berserk sombrera de la même manière, seul, sans répit, dans l'univers inquiétant de Kentaro Miura. Non mais vraiment, répondez franchement en commentaire. En lisant un manga, avez-vous réellement réfléchi à une quelconque psychologie ou profondeur derrière ces pages? Pensez-vous juste que c'est un bas d'animé parce que les animations sont stylées et que les protagonistes se gagnent toujours? Bien sûr, je ne fais pas une généralité, mais si vous pensez réellement ça, lisez Berserk. Ou si c'est trop compliqué, parce que Berserk a des réflexions assez perchées, lisez Vagabond ou Beastars. L'un est un bon seinen qui s'assoit à la table de Berserk, qui va vous obliger à réfléchir car les pensées et sens cachés sont directement affichés, et l'autre est un manga qui touche plus une romance lycéenne, ainsi qu'à des thématiques sur la vie en société et son lot de discrimination. Mais revenons sur Berserk. Quand j'y repense, ça montre en fait que Berserk est adapté pour tout le monde. Aux gens qui aiment les pensées profondes et les histoires qui font réfléchir, ainsi qu'à ceux qui aiment juste la simplicité des relations et des fights. Et comme je disais tout à l'heure, il faut bien comprendre que durant l'entièreté de cette vidéo, je n'ai fait qu'effleurer le potentiel de Berserk. C'est infiniment plus. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à lire ce manga. Sincèrement, ça m'a aidé à me forger et à me construire mentalement. Cette vidéo n'est qu'à interprétation personnelle. Comme le dit Quentin Boéton, ainsi ce livre ne cherche nullement à figer quoi que ce soit, ou à prétendre détenir quelques paroles divines comme un Mosguz intransigeant. Au contraire, c'est une invitation au voyage, le fruit d'heures de lecture et de recherche passionnée par un fanatique d'images, d'art et de fiction, qui partage avec vous ses trouvailles et ses sensations, en brandissant les éléments que nous, dans Miura. Et petit bonus pour la fin, ne laissez personne vous dire quel est votre manga préféré. Je sais, c'est contradictoire, puisque je ne fais que de répéter que Berserk est meilleur que tous les autres mangas. Qui est vrai, mais pour moi. Pour réellement juger un manga, ce n'est pas avec le nombre de tomes vendus, pas aux avis sur internet, mais aux sentiments et à la nostalgie qu'il nous ça fait ressentir. Mais je vous emmerde, Berserk il est meilleur! Ah!